manchette aujourd'hui, une accusation de complot avec sa sœur pour l'agente correctionnelle de la prison de Chicoutimi, Audrey Corneau, et Roland Simard espère prendre le flambeau de Georges Bouchard aux prochaines élections municipales. Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue à ce web journal du mercredi 13 février 2013. La décision du juge Jean-Yves Tremblay dans le dossier de l'agente correctionnelle Audrey Corneau concernant sa remise en liberté sera rendue demain matin. Elle est accusée de trafic de stupéfiants et de recel d'argent. Francis Trudeau, un nouveau chef d'accusation, a également été porté à l'endroit de l'accusé. Oui, effectivement, Julien, de nouvelles accusations de complot ont été portées à l'endroit de l'agente correctionnelle Audrey Corneau, elle qui était de retour au palais de justice de Chicoutimi après une détention depuis dimanche à Québec. Audrey Corneau est maintenant accusée de complot avec une autre femme avec qui elle aurait fait le trafic de drogue au cours des 3 dernières années. Son avocat estime que d'anciens cas semblables pourraient jouer en faveur de sa cliente. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas reprendre notre liberté. Dans le dossier qui nous occupe, on parle de personnes en autorité, de personnes, d'officiers de justice. Et on sait très bien que dans notre région, il y a au moins un avocat au procureur de la Couronne qui a été remis en liberté, en fait, sur une simple promesse, alors que les crimes étaient, à mon avis, plus sérieux, sur une période plus longue. La femme de 35 ans a été arrêtée dimanche dernier alors qu'elle se rendait au travail au centre correctionnel de Chicoutimi. 200 grammes de hashish et de cannabis en plus de 200 pilules ont été trouvées dans le véhicule de l'accusé. Aujourd'hui, des membres de sa famille se sont portés garants de la bonne conduite de la mère de famille, Cilia Libération. Moi, je pense que c'est un cas qui est cautionnable. Vous avez entendu même le procureur mentionner qu'il n'y avait pas de renversement de fardeau en vertu des quantités et des accusations actuelles. Pour ce qui est des pilules, elles font l'objet d'une analyse en laboratoire pour pouvoir identifier les substances qu'elles contiennent. Pour le reste des preuves, une ordonnance de non-publication nous empêche d'en dévoiler davantage. Le procureur a mentionné, ça je pense que on peut le mentionner, qu'il n'y a pas de chef d'accusation sur, on va appeler ça la troisième substance, par rapport au fait qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est actuellement. On a parlé de stéroïdes, on a parlé d'ecstasy, on n'est plus certain que ce serait des stéroïdes. Reste à attendre le verdict du juge Jean-Yves Tremblay demain matin. Francis Trudeau pour ATM Nouvelles, Saguenay. Une dame de 49 ans de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a été retrouvée sans vie hier dans sa résidence de la rue Saint-Louis. C'est un membre de sa famille qui s'inquiétait d'être sans nouvelles depuis un certain temps qui a fait la macabre découverte. La Sûreté du Québec a établi un périmètre de sécurité et les enquêteurs tentent de déterminer les circonstances du décès. Le corps de la femme est présentement au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale. Les résultats pourront déterminer s'il s'agit ou non d'une mort naturelle. Plusieurs raisons poussent les gens à pratiquer le carême qui débute aujourd'hui, soit par croyance, pour maigrir ou encore pour adopter de meilleures habitudes de vie. C'est un exemple de pratique religieuse qui survit, mais modernisée au goût du jour. Malika Beauchamp, vous avez pris le pouls de la population. Qu'en est-il ressorti? Oui, Julien, les opinions sont partagées. Certains le font toujours par conviction religieuse, alors que pour d'autres, le carême est plutôt un défi personnel. Je vous laisse entendre ce qu'ils avaient à dire. Je le faisais pour mes convictions à moi, parce que le carême, quand Jésus est mort, ça représente énormément pour moi. Si je le faisais pour moi, d'un certain sens, pour narper. C'est pas quelque chose, je pense, mais maintenant qui est important pour moi. Puis je vais quand même à l'église. Là. Non, je fais pas le carême. Je suis pas trop croyant, fait que... Me défier un peu pour voir si je suis capable de le faire et aussi pour pouvoir économiser de l'argent. Faire 40 jours sans alcool, sans friandises, là, pour vraiment épurer son corps puis se donner une chance de reprendre tout ce qu'on lui fait subir. Non, aucun rapport avec la religion. Là, je suis même pas baptisée. Je fais vraiment ça pour le plaisir puis un défi personnel. Une période de recueil, de partage et de sacrifice, c'est ainsi que le prêtre Louis-Marie Beaumont de l'église Saint-Dominique à Jonquière décrit cette tradition à laquelle personne n'échappait à l'époque. Alors, c'est un 40 jours qui rappelle les 40 ans dans le désert où le peuple de Dieu a marché à aller jusqu'en terre promise. Dans l'idée de l'Église, c'est revenir à l'essentiel. C'est comme un temps où dans peut-être un peu plus de silence puis de retrait, c'est comme réexpérimenter jusqu'à quel point le Seigneur, il est proche de nous.
Bien que pour certains, le carême est plutôt synonyme des résolutions du 1er janvier, le prêtre le voit tout de même d'un bon œil. Moi, je me dis être bien dans son corps, être bien dans son cœur, être bien dans son esprit. Il n'y a rien de plus important que cela. Alors, c'est sûr que si quelqu'un mange moins de viande, si quelqu'un est à la diète, c'est sûr que le corps, le cœur et l'esprit vont y trouver leur compte. Alors voilà, le carême débute aujourd'hui et se terminera dans 40 jours pour la fin de semaine de Pâques. Malaika Beauchamp, ATM Nouvelles, Jonquière. Appuyé et parrainé par le conseiller sortant Georges Bouchard, Roland Simard compte bien prendre le flambeau du district numéro 4 de Saguenay au terme des élections municipales du 3 novembre prochain. Geneviève Tremblay-Plourde, Georges Bouchard est élu depuis 14 ans. Comment Roland Simard entrevoit-il de prendre sa place? Eh bien, premièrement, Roland Simard est le premier à se présenter dans le district numéro 4 de Saguenay. Et c'est effectivement le départ de Georges Bouchard qui a été l'élément clé dans la décision de M. Simard afin de poser sa candidature. Il faut savoir que M. Bouchard et M. Simard travaillent en concertation. Georges Bouchard aide Roland Simard dans la campagne qui arrivera en novembre prochain. Et même si M. Simard considère la marche à franchir très grande à la suite de la fin du mandat de M. Bouchard en tant que conseiller, eh bien, ce serait M. Georges Bouchard lui-même qui aurait conseillé à Roland Simard de suivre ses propres valeurs. Et je vous laisse entendre M. Simard à ce sujet. Je suis vraiment quelqu'un qui admirait le travail de M. Bouchard. Puis, comme il me disait, écoute, Roland, toi, là, le dossier est dans tes mains. C'est toi qui te présentes. C'est tes valeurs à toi que les gens vont juger. Puis c'est dans ce sens-là que j'y vais. Il s'agit de la première expérience en politique pour Roland Simard. Pourquoi a-t-il décidé de se lancer cette année en particulier? Eh bien, c'est à cause du fait que l'année dernière, M. Georges Bouchard a fait l'annonce à Roland Simard que cette année, il n'aurait pas l'intention de se représenter au conseil municipal. Et c'est ce qui a poussé M. Simard à réfléchir très sérieusement à la possibilité de se présenter. Et donc, M. Simard a sondé son entourage. La réponse aurait été très positive. Et finalement, même si M. Simard ne s'est jamais vraiment intéressé à la politique avant cette année, il aurait toujours eu l'envie d'avancer et de faire avancer des dossiers, de même que de travailler pour ses citoyens. Et voilà, en bref, c'était le bon timing pour M. Simard afin de se présenter et je vous laisse l'entendre à ce sujet. Si Georges Bouchard ne s'était pas retiré, probablement que je ne me serais pas présenté dans ce coin-là. Là, il y a vraiment un timing qui me permet de mettre de l'énergie au profit de la population du coin et des gens de mon quartier et de la ville. Que compte-t-il apporter de différent au conseil municipal s'il devait être élu pour un premier mandat? Eh bien, les priorités seront dévoilées officiellement en septembre prochain, mais M. Simard s'intéresse au secteur du cégep de Jonquière, de l'Église Saint-Dominique ainsi que du Patro de Jonquière. Merci Geneviève. Ça me fait plaisir. Il y a un an, jour pour jour, le Québec était en effervescence et à l'aube du plus long conflit étudiant de son histoire. Le bal avait été lancé le 13 février avec le débraillage des étudiants en service social et ceux des cycles supérieurs en sociologie de l'Université Laval. Le conflit étudiant a alors défrayé les manchettes pendant 7 mois de revendications et de déclarations. Après l'affrontement, place aux discussions, le Québec est désormais à la veille du sommet sur l'éducation postsecondaire promis par le Parti québécois qui se déroulera les 22, 23, 24 février prochains. Les compressions budgétaires à l'Université du Québec à Chicoutimi, notamment dans les services aux étudiants et en recherche, choquent le syndicat des professeurs de l'UQAC. Par la voix du président André Leblond, l'organisation a assuré que des négociations se feront sous peu. Antoine Desrosiers, vous avez rencontré André Leblond. Comment décrit-il la situation jusqu'à présent? Oui, Julien, la situation est inacceptable aux yeux du professeur et président du syndicat André Leblond qui assure que des négociations devront reprendre sous peu. C'est inacceptable. On trouve qu'il y a certainement des mesures qu'on peut prendre pour essayer de diminuer ce déficit-là. Essayer de voir à long terme, voir s'il n'y aurait pas dans la gestion de l'université des postes superflus. Le combat est bien entamé pour le président du syndicat des professeurs, André Leblond. Selon lui, l'administration de l'université tente à tout prix de couper au mauvais endroit, ce qui, selon lui, augmenterait la chance de voir régresser l'université par rapport aux autres universités du Québec,
comme l'UQAM à Montréal et l'UQAR à Rimouski. Est-ce que nous, les professeurs, on aurait négocié quelque chose? On aurait été très fermés dans le sens que pourquoi l'UQAC irait vers un processus de régression, de diminution, alors que les autres universités vont continuer leur développement. Alors, à Rimouski, par exemple, ils ont un plancher d'emploi de 178 professeurs, mais l'université en a créé beaucoup plus que leur plancher, ils sont rendus à 218. Il ne reste maintenant qu'à confirmer la conférence de presse qui aura lieu, selon M. Leblond, vendredi prochain. On fait une conférence de presse par la suite à 11h, donc elle n'est pas encore confirmée. On veut la faire avec les chargés de cours. Le syndicat des chargés de cours, on va faire une conférence conjointe. Ça s'est discuté, ça devrait se confirmer aujourd'hui ou demain. Des négociations auront lieu au cours des prochaines journées pour s'assurer que les compressions budgétaires n'affecteront pas le syndicat des professeurs, mais aussi les services aux étudiants. Antoine Desrosiers, ATN Nouvelles, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Cinéma, sculpture, peinture, écriture et théâtre ne feront qu'un lors de la 11e édition du Festival des finissants en or de l'UQAC, qui a pour titre cette année « Grande surface ». Le parrain de l'événement, l'artiste Marc Séguin, est fier d'y participer et considère cette implication comme une responsabilité morale puisque ce projet propose de nouveaux lieux d'exposition et présente plusieurs œuvres créées par les étudiants du bac interdisciplinaire en arts qui forment la relève artistique. Le festival se tiendra du 18 février au 2 mars. Plus de 96 millions de tweets, de textos, d'interurbains ont eu lieu dans le cadre de la journée Cause pour la cause organisée hier par la compagnie Bell et ont permis d'amasser 4,8 millions de dollars pour la promotion et le soutien de la santé mentale partout au Canada. Ce sont 15 organismes de santé mentale qui bénéficieront du montant. La réforme de l'assurance-emploi suscite beaucoup de controverses au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour en parler, ma collègue Catherine Morancy a reçu plus tôt dans la journée le directeur de l'Astus, Sylvain Bergeron, un organisme de Saguenay qui œuvre auprès des chômeurs. Alors, M. Bergeron, bonjour. Bonjour. Selon l'Astus, il y a plus de 45 des emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont précaires ou saisonniers. Selon vous, quelle est vraiment la solution pour remédier à cette situation-là? Bien, la solution, c'est difficile à trouver une solution à ce problème-là parce que la région est basée sur une économie saisonnière. On parle de la foresterie, le tourisme. C'est sûr qu'il faudrait diversifier notre économie, mais pour l'instant, on est pris avec cette économie-là, ce type d'économie-là. Donc, il faut s'adapter et faire en sorte que les mesures sociales qui existent correspondent au véritable marché. Et puis, comment la nouvelle réforme d'assurance-emploi affecte les travailleurs d'ici? C'est qu'avec toutes les nouvelles notions d'emploi convenable que le gouvernement a décrit, je voudrais même plus les emplois non convenables, parce qu'avant, on avait plusieurs raisons pour lesquelles on pouvait refuser d'occuper un emploi, soit pour les salaires inférieurs à ce qu'on avait. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, selon si vous êtes un chômeur fréquent, comme entre autres les emplois saisonniers, mais maintenant, vous êtes obligé d'accepter n'importe quel emploi à 70 du salaire que vous aviez auparavant. Donc, on va perdre en termes d'expertise, on va perdre en termes de compétences. Certains employeurs, qu'on nommera pas, mais c'est les grandes multinationales, vont en profiter pour diminuer les salaires de leurs employés. Donc, et en bout de ligne, c'est sur toute l'économie régionale, le produit intérieur brut qui va être affecté avec l'obligation d'occuper un nouvel emploi. Ce qui veut dire que, prenons un exemple en foresterie, peut-être que les gens certains vont se trouver un emploi ailleurs, ne reviendront pas en foresterie. Donc, c'est des coûts, des pertes en productivité. Et donc, il y a d'autres personnes à former. Donc, pour l'employeur, ça va être des coûts de 5 à 6 000 par employé supplémentaire à chaque année. Et justement, quel domaine de la région pensez-vous qui seront le plus affectés par la nouvelle réforme? Ah, il y a énormément. Il y a plusieurs domaines. En réalité, quand on regarde tout ce qui tourne autour de l'emploi précaire ou saisonnier, c'est 101 000 emplois dans la région sur 129 000. C'est tout ce qu'on perd. On parle de l'agriculture, l'horticulture, l'aménagement, c'est-à-dire la foresterie, le transport, on n'y pense pas. L'enseignement, on sait que 40 des enseignants sont à statut précaire. On a également le milieu communautaire, on y a... excusez-moi, il y en a tellement que j'en oublie. Oui, la construction, qui est un domaine très important. Donc, c'est tous des domaines qui vont être affectés en partie par le taux de précarité. On sait que quand on fait le taux de précarité à partir des données du gouvernemental,
on obtient que c'est 44,7 donc 45 des emplois qui vont être touchés directement par cette réforme-là. Et pourquoi croyez-vous justement que le retour au régime universel serait la meilleure chose envisageable pour la région? Parce que, pour plusieurs raisons. Un, pour la question de l'économie dans la région. Ensuite, le régime d'assurance-emploi existe et la loi est écrite dans la loi. Et ça a été confirmé par la Cour suprême du Canada à plusieurs reprises en nous disant que ce régime-là existe pour donner des cotisations, des prestations aux chômeurs qui perdent leur emploi. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait actuellement, c'est de réduire le nombre de prestataires. On fait un régime pour emmagasiner de l'argent pour le gouvernement fédéral, alors que le gouvernement fédéral ne met pas une scène dans ce régime-là depuis 1990. Donc, il faut vraiment pousser plus loin et dire que ça prend une universalité parce que quand on se retrouve en chômage, c'est pas parce qu'on le veut, c'est parce que l'économie est faite de cette façon-là. Et puis, vous êtes positionné clairement contre la nouvelle définition d'emploi convenable. Toutefois, est-ce que vous croyez qu'il y a des impacts positifs à cette nouvelle réforme? Aucun. J'ai beau le tourner de tous les sens, tous les côtés. Tout ce qu'on voit, c'est une réforme idéologique qui va amener je cherche mes mots, qui va amener vraiment un détournement des fonds de la Caisse, encore plus que ce qui est là. Puis c'est même confirmé, parce que dans le projet de règlement que le gouvernement a instauré, il est écrit en toutes lettres qu'ils veulent éliminer 8 000 prestataires de plus par année et faire des économies de 33 millions par année. Donc, comme je vous dis, un régime d'assurance-emploi est là pour donner des prestations, pas pour faire de l'argent. Et puis, vous organisez présentement la manifestation qui aura lieu samedi à Jonquière. À quoi peut-on s'attendre? C'est difficile de vous répondre. On a déjà planifié notre manifestation. Quand on a commencé à lui réfléchir, on prévoyait un genre 100-200 personnes. Sauf que là, depuis 2 semaines, je n'arrête pas de recevoir des appels pour des informations. Même des employeurs nous appellent pour pouvoir mobiliser leurs employés pour venir à cette manifestation-là. Donc, on s'attend à ce que ce soit quand même assez imposant comme nombre de participants. Et puis, rapidement, à quel changement vous attendez-vous de la part du gouvernement au cours des prochains mois? Bien, ce qu'on s'attend, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il recule complètement sur son projet de réforme et qu'il instaure vraiment un régime universel d'assurance-emploi. Mais par contre, on sait très bien que pour l'instant, il n'y a aucunement l'intention de reculer. Mais il ne faut pas arrêter. Parce que, bon, il faut le regarder. Qu'est-ce qui fait mal à un gouvernement? Ça va être, bon, quand on bloque l'accès, par exemple, lumière à des centres Service Canada, donc c'est des pertes en argent pour le gouvernement. Mais le plus important, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus on va approcher de l'échéancier électoral, et là, le gouvernement va se poser des questions si on veut être réélu. Alors, M. Bergeron, directeur général de l'Astuce, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Étienne Dubois, beaucoup d'actions ce soir du côté des sports? Tout à fait, Julien. D'abord, un cocktail dînatoire organisé par la Ville de Québec et les représentants du Port de Québec se tient ce soir dans la capitale nationale afin d'aider à financer la 48e finale des Jeux du Québec d'hiver de Saguenay, comme le mentionne le coordonnateur de communication, François Tremblay. La visite à Québec de ce soir est en fait un objectif de financement d'abord, mais aussi une belle vitrine de positionnement et de rayonnement pour l'événement en soi. Puis c'est une belle invitation de la Ville de Québec et des partenaires du port aussi, et puis des gens de la Banque nationale. 280 billets vendus à 250 $ l'unité devraient permettre à l'organisation d'amasser environ 70 000 $ pour les Jeux qui seront présentés du 1er au 9 mars. L'idée d'organiser un événement de la sorte provient du comité organisateur en collaboration avec la Ville de Québec, tel que l'explique M. Tremblay. L'initiative est du comité organisateur des Jeux du Québec qui, par défaut, établit un paquet de maillage un peu partout dans le milieu des affaires. Le maire Labaume et les 2 autres coprésidents sont des Bleuets, originaires d'ici. Ils voulaient offrir une tribune à l'événement. Ils ont accepté de collaborer. Alors, c'est une initiative qui est commune à tous ces gens-là. Les Saguenayens de Chicoutimi tenteront de mettre un terme à une vilaine séquence de 6 revers ce soir, alors qu'ils seront de visite au centre Henri-Léonard pour affronter le Drakkar de Bécomo. Il s'agira de la première rencontre de Francis Desrosiers et de Jérémy Grégoire contre leurs anciens coéquipiers. Ces derniers ont été échangés le 8 janvier. Avec 13 matchs à disputer au calendrier régulier, les Saguenayens tenteront d'améliorer leur position au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, eux qui occupent le 13e rang. On se rappelle que les élites de Jonquière débuteront leur série qui les oppose aux commandeurs ce soir à Lévis. La troupe de Danny Fortin vient de connaître toute une fin de saison, elle qui a remporté 10 de ses 12 dernières parties au calendrier de la Ligue Midget 3A.
David Desharnais a sauvé la mise pour le Canadien de Montréal alors qu'il a été le seul joueur à trouver le fond du filet lors des tirs de barrage pour remporter le match d'hier contre le Lightning de Tampa Bay. Le tricolore a joué avec le feu alors que le Lightning a marqué 3 buts dans les 6 dernières minutes de la rencontre pour forcer la tenue d'une prolongation. Il s'agissait d'un premier gain en 4 rencontres pour les hommes de Michel Therrien qui seront de visite en Floride pour y affronter José Théodore et les Panthers demain soir. Finalement, Julien, le président du Comité international olympique, Jacques Rogge, rencontrera le grand patron de la Fédération internationale de lutte amateur après que cette discipline a été retirée hier du programme des Jeux olympiques de 2020. Merci, Étienne. Je vous en prie. Maintenant, Johanna Bouchard, que nous réserve la météo pour les prochaines heures? Oui, Julien, en fait, c'est un temps doux qui nous attend pour le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Donc, ce soir et cette nuit, c'est un ciel généralement nuageux avec un minimum de moins 7 degrés. Ensuite, demain, les nuages seront encore au rendez-vous avec un maximum de moins 1 et un minimum de moins 8. Du côté du Lac-Saint-Jean, les températures seront similaires. Donc, les Janois auront droit à un ciel nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige. Et pour jeudi, ce sera pareil avec un maximum de moins 1 et de la neige est encore attendue pour Roberval. Donc, c'était tout pour la météo. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui conclut cette édition du Web Journal. Nous serons de retour lundi prochain pour une autre série de 3 Web Journaux. Bonne soirée. Au revoir.